Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de cette édition, Mali, exportation des richesses minières. Le gouvernement frappe du poing sur la table, alors même que l'Afrique a tendance à considérer ces richesses minières comme une sorte de malédiction, parce que convoité par tous, le Mali, dans sa lutte contre l'exploitation frauduleuse, a donc essayé de démanteler 29 sites d'exploitation frauduleuse. Toujours au sommet de cette édition économie vers une nouvelle croissance des PIB en 2022. La BEAC annonce un taux de croissance du PIB de 2,2% en 2022. C'est en zone SEMAC. Vous l'écouterez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Nous vous l'annoncions en titre et nous débutons justement du côté du Mali. Exploitation des richesses minières. Le gouvernement frappe du poing sur la table. Alors même que l'Afrique a tendance à considérer ces richesses minières comme une sorte de malédiction parce que bien sûr convoité par tous, et bien désormais cela donc va donc s'arrêter car bien sûr le ministre des Mines, de l'énergie et de l'eau, en collaboration bien sûr avec d'autres ministères, ont effectué une mission de contrôle qui a pu démanteler 29 sites d'exploitation frauduleuse. Écoutez plutôt plus de précisions dans ce reportage. L'Afrique, connue pour ses richesses naturelles, n'a pas fini de subir toutes sortes d'exploitations, et ceci au détriment de sa population. C'est le cas du Mali, où la richesse du sous-sol ne profite pas assez à l'État et même aux Maliens. Ainsi, dans l'optique de pallier à cette situation, en luttant contre l'exploitation frauduleuse des ressources, le ministère des Mines, de l'Énergie, de l'eau, avec l'appui du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du ministère des Transports et des Infrastructures, a effectué au courant du premier semestre 2022 une mission d'envergure de contrôle sur le terrain. Si l'on s'en tient au Conseil des ministres du 5 octobre dernier, cette mission de lutte contre l'exploitation a pu démanteler respectivement dans les localités des cercles de Kangbaga, de Kenyeba, de Kong-Longdieba et Yanfolila 29 sites d'exploitation frauduleuse et suite à cela, 136 exploitants illégaux ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. En faisant état de la grande influence d'exploitants illégaux sur les sites sillonnés, le ministère a également souligné que ces exploitants illégaux, en plus de causer d'énormes dégâts environnementaux, spolient le pays d'une quantité importante de devises. En Afrique en général, il est courant d'entendre en effet que les ressources minérales sont une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Des pays riches en ressources naturelles, comme la République démocratique du Congo, la Zambie, la Mozambique, la Mauritanie ou la Guinée, vivent un paradoxe troublant de pauvreté dans l'abondance. La Guinée, dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoitées de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer, des diamants, de l'or et des quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour, indique la Banque africaine de développement, en abrégé BAD. Et le pays se classe justement 178e sur 187 pays, selon l'indice de développement humain de 2013 du PNUD, qui mesure justement le niveau de vie des pays. Aux yeux justement de l'ONUDC, cette exploitation criminelle prive l'Afrique, dont 5 000 millions d'habitants sur un total d'1,3 milliard, vivant dans une extrême pauvreté d'une importance capitale et bien sûr dans les revenus, et constitue une spoliation pour des millions de personnes qui dépendent justement de ces ressources naturelles. Et puis, mesdames, messieurs, parlons de toute autre chose à présent, plus précisément de la transition du côté du Tchad. Alors, quels sont les défis qui attendent désormais Mahamat Idriss Déby Itno? Le président de la transition Mahamat Déby Itno s'est donc désormais fixé des priorités parmi lesquelles mettre fin au conflit intercommunautaire, tenir au plus vite
en référendum sur la force de l'État et travailler au retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de la transition. Et Mamouto a suivi cette actualité pour nous et ici elle revient dans son reportage avec plus de détails. C'est une nouvelle étape de la transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno a été officiellement investi comme président de la transition le lundi 10 octobre au palais du 15 janvier. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. La nouvelle charte renforce en outre ses pouvoirs. Mahamat Idriss Déby Itno sera chargé de nommer le Premier ministre et le gouvernement qu'il pourra démettre quand il le voudra. Cette charte révisée par le dialogue national inclusif et souverain lui donne également la possibilité, s'il le désire, de se présenter à la prochaine élection présidentielle malgré l'injonction contraire de l'Union africaine. Cependant, sa tâche ne sera pas facile, reconnaît un des conseillers en parlant d'un cahier de charges très volumineux et impossible à mettre en application dans les 24 prochains mois. Dans son discours d'investiture, Mahamat Idriss Déby Itno s'est fixé des priorités dont la principale est de tenir au plus vite un référendum sur la forme de l'État et de travailler autour de l'ordre constitutionnel avant la fin de la transition. Il a également promis de mettre fin aux conflits intercommunautaires, améliorer l'accès aux soins, à l'eau potable ou encore lutter contre les pénuries d'électricité. Et pour cela, il a promis de s'entourer d'un gouvernement d'union nationale. Cependant, la société civile, l'opposition et la diaspora tchadienne sont inquiètes de l'avenir politique du pays. 4 personnalités ont signé et publié lundi un communiqué évoquant les risques d'un plan de succession dynastique au Tchad. Les signataires du texte estiment que les recommandations de ce dialogue ne constituent pas une base solide pour la réconciliation nationale. Ils appellent à un retour à l'ordre constitutionnel au plus vite. Monsieur, nous vous l'annoncions également en titre, la BAC annonce un taux de croissance du BIP de 3,2% en 2022 en zone SEMAC. Eh bien, c'était au cours des assises dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Pendant ces activités plénières, fort a été de constater une forte hausse de 1,9% en 2022, ceci par rapport à l'échéance de l'année dernière. Je vous propose plutôt d'écouter ce reportage de Koumabité. Ici, il revient avec plus de précision. Le gouverneur de la BAC, Abbas Mahamad Toli, a présidé la 3e session ordinaire du comité de pilotage de la Banque des États de l'Afrique centrale le 26 septembre 2022. La rencontre, qui s'est tenue à Yaoundé, a permis d'analyser l'évolution récente de la conjoncture économique, mais également de mettre à jour les perspectives macroéconomiques au niveau international et sous-régional. En ce qui concerne ce dernier point, l'on apprend que le rebond des activités économiques se produit en 2022 en relation principalement avec le dynamisme de tous les secteurs d'activité et l'évolution favorable des termes de l'échange de la CEMAC, ce qui a induit une croissance du taux de produit intérieur brut à un réel de 3,2% en 2022 contre 1,5% en 2021. Cette progression est essentiellement subséquente à une croissance du secteur pétrolier de plus d'1,9% en 2022 contre moins 8,2% en 2021. En effet, la bonne tenue du secteur pétrolier résulte de la hausse des prix de cette ressource du sous-sol quand on sait qu'en 2022, le cours du baril de pétrole a franchi la barre des $100, soit en total de 66 426 francs CFA. Le cours d'un baril de pétrole était en 2021 estimé à 81,55 $, soit en total 59,272 francs CFA. De quoi réjouir les économistes de la CEMAC qui sont toutes exportatrices de pétrole. Au Cameroun par exemple, les recettes pétrolières recouvrées sur les 4 premiers mois de l'année s'élèvent à 229,9 milliards de francs CFA, en hausse de 86% en glissement annuel. Consécutivement à la hausse des glissements annuels, des cours mondiaux de pétrole consécutives à la guerre russo-ukrainienne explique le document de programmation économique et budgétaire 2023-2025 de la Direction générale du budget. Comme autres critères qui ont contribué à relancer l'activité économique dans la sous-région, l'on pouvait citer le redressement du solde budgétaire
base engagement, donc compris, qui deviendrait excédentaire à 0,5% du PIB en 2022, après moins de 1,6% du PIB en 2021, et une amélioration du solde du compte au courant qui passerait de moins 0,7% du PIB en 2021 à 5,3% du PIB en 2022. Après donc le séminaire tenu par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, c'était au mois de septembre dans le cadre de la lutte contre les difficultés socio-économiques, Hassan Bouba Ali, puisqu'il s'agit de lui, a donc effectué une mission de travail extraordinaire pour le recadrage de la paix, la sécurité, la cohésion et entre autres. Comme habité pour plus de précision. Le ministre de l'Élevage et de la Santé animale, Hassan Bouba Ali, a entamé une nouvelle mission, celle de renforcer la paix, la sécurité, la cohésion sociale entre les acteurs de l'agriculture et ceux de l'élevage. À cette occasion, le ministre est revenu sur la préoccupation majeure, celle de la transhumance, qui fait l'objet des pourparlers avec les autorités administratives et locales. Un premier temps d'arrêt qui a permis au ministre de proposer des stratégies afin de reconstruire des abattoirs détruits et mettre un penchant sur la vaccination des animaux. Par ailleurs, le membre du gouvernement a demandé aux éleveurs de faire parvenir dans les prochains jours un ravitaillement pour la ville de Bangui. Un signal fort du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, au cours du séminaire gouvernemental qui a permis de réunir tous les membres du gouvernement au mois de septembre dernier afin de lutter contre les difficultés socio-économiques et culturelles qui plombent la République centrafricaine depuis plusieurs années. Et puis donc, les Haïtiens ont lancé ce mardi 11 octobre 2022 un appel à la démission de leur premier ministre Ariel Henry, puisqu'il s'agit de lui, a-t-on appris des médias internationaux. D'après les mêmes sources, le chef du gouvernement haïtien a sollicité l'aide des forces armées étrangères pour donc tenter de faire face aux individus qui paralysent son pays sur fond de pénurie de carburant et d'eau. Des ravages routiers continuent d'entraver la circulation dans la capitale où plus de 150 cas de choléra sont signalés faute d'eau potable. Et puis donc du côté du Mali, audience à la primature, alors même que s'est tenue aujourd'hui la réunion bien sûr du CSA. Le colonel Abdoulaye Malga, le ministre par intérim, a reçu hier matin en audience justement Delmi Boudjema, président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et de la réconciliation au Mali. Issu du professeur d'Alger CSA, objectif tablé autour des réalisations entre le Mali et des relations également entre le Mali et l'Algérie, ainsi que de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Au sorti de cette audience, nous vous proposons justement d'écouter Delmi Boudjema. Il s'exprime dans cet extrait sélectionné par la rédaction centrale de For You Télévision. J'ai eu le plaisir et le privilège d'être reçu par monsieur le Premier ministre par intérim, chef du gouvernement. Et comme toujours, ça a toujours été une occasion d'évoquer les relations bilatérales qui sont excellentes, parce qu'entre l'Algérie et le Mali, pays voisins, pays frères, nous, historiquement, avons toujours développé des relations de fraternité, de bon voisinage. Évidemment, nous avons évoqué également des questions qui concernent plus spécifiquement le Mali, qui relèvent de sa souveraineté, notamment la mise en œuvre de l'accord de Bamako, pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger. J'ai reçu un certain nombre d'informations et d'orientations de M. le Premier ministre par intérim, en présence du ministre Ouagé, qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord, mais également en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Diop, pour voir dans quelle mesure la réunion de demain du CSA puisse être une nouvelle occasion pour faire en sorte que l'accord de Bamako puisse être mis en œuvre de manière sincère et de manière surtout franche par l'ensemble des signataires de l'accord. En tant que médiateur et président du CSA, nous ne faisons qu'avaliser les décisions qui sont prises souverainement par nos frères maliens. Nous les accompagnons,
nous essayons de voir où se trouvent les points de blocage et nous essayons de faire en sorte que nos frères maliens puissent trouver des solutions. Les choses marchent, notamment depuis la dernière réunion décisionnelle qui a pris des décisions importantes. La réunion décisionnelle de haut niveau qui s'est déroulée entre nos frères maliens, les signataires de l'accord. Et nous sommes particulièrement optimistes quant au résultat de la réunion qui aura lieu demain. Nous insistons particulièrement auprès de tous les partenaires, mais également auprès des signataires de l'accord, sur 3 principes. Le premier principe, c'est l'unité du Mali. Le deuxième principe, c'est l'intégrité territoriale de ce pays. Et le troisième, c'est la souveraineté dans la prise de décision politique. C'est les 3 critères et les 3 principes qui doivent guider l'action du comité de suivi. Et puis donc au Cameroun, le développement communautaire dans le cadre de la politique de gouvernance issue justement de la décentralisation au Cameroun. Il ressort que les élus municipaux doivent se rapprocher de leurs électeurs ou de leur population. Ainsi donc c'est la raison qui est sous-tendue du maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassa-Diné, à la chefferie supérieure du canton de Daïdo dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Fonnoira a été sur le terrain pour nous, il a suivi cette actualité. Je vous propose de l'écouter. Près de 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'aura duré les échanges entre le maire de la ville de Douala et les forces vives et élites du canton d'Aïdo dans le premier arrondissement de la ville de Douala au Cameroun. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée cantonale engagée il y a quelques semaines. Le docteur Roger Mbassa-Diné, premier magistrat municipal de la ville, accompagné de ses collaborateurs, que sont les directeurs de la communauté urbaine de Douala, et en sa qualité de fils du canton d'Aïdo, répondant à la politique de la ville, faire de Douala une métropole économique, est venu leur rendre compte sur la gestion des affaires communautaires, mais aussi leur présenter un certain nombre d'actions et d'activités menées sur le terrain par la mairie de la ville de Douala. Ici, le maire de la ville va souligner un certain nombre de projets et chantiers engagés par les exécutifs communautaires. C'est le cas des routes à réhabiliter ou d'autres projets structurels qui touchent directement le canton d'Aïdo. On peut à cet effet noter le projet tramway Bonabéré-Carrefour Agip d'une longueur de 12,5 km, la construction des débarcadères sur les abords du fleuve Vouri, le projet de voie sur Beige avec route en hauteur du rond-point d'Aïdo jusqu'à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement avec une possibilité de contournement à la pénétrante est de Douala. Il était aussi question pour le maire de la ville de Douala, dans cette tournée cantonale, de suivre et de prendre en compte les doléances émises par les forces vives du canton. Les actions et activités en cours devant se faire bénéficier du soutien des populations, lesquelles pourraient être transformées en besoins. Président de la rencontre aux côtés du maire de la ville de Douala, le chef supérieur du canton d'Aïdo, Sa Majesté James Frédéric Esaka-Ekwala, n'a pas manqué de dire sa satisfaction. Monsieur le maire, vraiment, recevez nos remerciements appuyés pour cette initiative qui, je pense, est novatrice dans nos cantons, que vous veniez nous rendre visite au fin de savoir, d'être au plus près des volontés des populations de notre canton. Nous vous remercions pour cela. D'un ton libre et franc, les échanges entre les populations de Daïdo et l'élu municipal ont permis de ressortir quelques aspects qui coincent à la gorge des Daïdo. Un mémorandum des autorités traditionnelles recensant les difficultés enregistrées dans ce canton a été remis au maire de la ville de Douala. Le docteur Roger Mbassa-Diné a promis d'y accorder une attention particulière. La rencontre qui a abrité la case principale de la chefferie supérieure de Daïdo s'est achevée par une séance de photos de famille. Merci à vous, Fonnoira, pour ce reportage. Et puis, nous partons à présent du côté de l'Angola. Le président angolais Joao Lourenço a donc eu lundi 10 octobre 2022 un entretien téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky afin bien sûr d'évoquer le conflit en Ukraine, a indiqué la présidence angolaise dans un communiqué. Les deux dirigeants ont également évoqué les attaques de missiles russes survenues quelques heures plus tôt. Les détails sont contenus dans ce reportage signé Nguéné. Au cœur des échanges entre les deux chefs d'État, le conflit militaire dans lequel l'Ukraine est impliquée depuis février 2022. L'objectif affiché étant de forcer la main pour une prise de position africaine vis-à-vis de ce conflit.
L'Angola faisait partie des dizaines de pays africains qui se sont abstenus lors de la résolution des Nations Unies à mars condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, les pays africains préfèrent adopter une position de non-alignement. Cet entretien téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Joao Lorenzo intervient quelques heures après la tournée africaine de Dmytro Kuleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, arrivé le 5 octobre 2022 à Abidjan et reçu par le vice-président ivoirien Thiemoko Méliès Kone et la ministre des Affaires étrangères ivoirienne Kandia Camara. Suite aux nouvelles frappes enregistrées ce 10 octobre 2022, Dmytro Kuleba a été contraint d'écourter sa visite en Afrique. Une offensive russe qui n'a laissé personne indifférent. En témoigne cette réunion virtuelle d'urgence tenue par le G7 à laquelle a pris part le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce 11 octobre 2022. Selon le dernier bilan évoqué, au moins 19 morts et 105 blessés ont pour l'heure été enregistrés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition du grand journal de l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Vous êtes toujours nombreux à nous écouter. Les programmes se poursuivent. Lagos Corridor is an essential socio-economic link of the ECOWAS road